Mon collègue a reçu une prime de rétention de 32 000 $. J'ai reçu 4 500 $. On m'a dit d'apprécier le geste. Cette nuit-là, des hackers ont attaqué nos systèmes à 3 heures du matin. Je n'ai pas dit un mot. Au matin. À 3h15 du matin, tandis que des hackers roumains tentaient de pénétrer les comptes clients d'une banque, j'ai débranché mon casque et je suis parti. Non. Pas parce que j'avais peur, ni parce que je ne pouvais pas gérer la situation. Mais parce qu'il venait de me dire que je valais 4 500 $, alors que mon collègue Jason en valait 32 000, pour la moitié du travail. Mon nom est David Thompson. J'ai 47 ans. Et jusqu'à il y a 3 mois, je passais mes nuits à surveiller des écrans d'ordinateur à Austin, m'assurant que les hackers ne pénétraient pas les comptes bancaires pendant que le reste du Texas dormait. Je n'ai pas démissionné. Avec fracas. Je n'ai pas claqué mon ordinateur portable, renversé mon bureau, ou prononcé un discours que les gens auraient répété autour de la machine à café. Je suis parti comme on quitte un bâtiment qui vous écrase les épaules depuis 23 ans. Lentement, prudemment, et avec ce curieux sentiment de soulagement une fois que le poids n'était plus le mien à porter. Cela a commencé par l'annonce d'une prime de rétention un jeudi matin. Vous savez, le genre de bonne nouvelle corporate qui n'est en réalité que de la peur en costume cravate. Je travaillais sur le quart de nuit de cybersécurité pour Apex Security Solutions, une entreprise de taille moyenne qui gérait la surveillance réseau pour des institutions financières. Rien de glamour là-dedans. Quand une menace passait nos défenses à 2h30 du matin, mon téléphone vibrait, et c'était moi qui fouillais les journaux, bloquais les adresses IP, et empêchais le fonds de retraite de quelqu'un de disparaître dans un centre de serveurs en Roumanie. Le quart de jour recevait le crédit. Le quart de nuit recevait le blâme. Une configuration assez standard. Nous avions une petite équipe couvrant les nuits, 5 d'entre nous se relayant au cours de la semaine. 2 étaient des gars solides qui connaissaient leur affaire. L'un venait de sortir de l'université, apprenant encore. L'un était ce gars qui semblait toujours occupé, mais n'était jamais réellement disponible quand les choses tournaient mal. Et puis il y avait Jason Wilson. Jason avait 29 ans, était chef d'équipe pour l'équipe de jour, et il avait cette façon de faire paraître tout facile. Toujours détendu, toujours souriant, comme si le travail n'était qu'une simple liste de contrôles à suivre. Il disait des choses comme « Ne t'inquiète pas, Dave. La direction sait que nous sommes la colonne vertébrale ici. » Pendant ce temps, c'est moi qui avais détecté la menace persistante avancée qui avait failli paralyser la plateforme de trading de notre plus gros client la veille de Noël dernier, alors qu'il était à une fête de fin d'année, postant des photos sur Facebook. Alors, quand Lisa Roberts, notre directrice de l'ingénierie, a convoqué une réunion générale concernant les primes de rétention pour le personnel critique. J'avais déjà une assez bonne idée de la façon dont cela allait se dérouler. J'avais été là assez longtemps pour comprendre les mathématiques. Les éloges ne coûtent rien. La panique coûte tout. Lisa a adopté le ton chaleureux habituel. Nous investissons dans nos collaborateurs. Nous voulons récompenser l'engagement et reconnaître nos contributeurs les plus critiques. Contributeurs critiques. J'ai failli éclater de rire. Je sécurisais leur système depuis plus de 2 décennies, formais les nouvelles recrues, mettais à jour des protocoles de sécurité qui auraient dû être réécrits il y a des années. Si « critique » signifiait quoi que ce soit, cela signifiait « si ce type part, nous sommes en sérieux problème ». Après la réunion, Lisa a appelé les gens individuellement pour leur communiquer les chiffres en privé. Bonne stratégie. Il est plus difficile pour les gens de comparer leurs notes quand on fait ça comme ça. Jason a reçu son appel en premier. Il est revenu sur notre chat d'équipe avec cette attitude faussement humble. Les gars, waouh. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ils ont vraiment montré leur affection
Puis il m'a envoyé un message privé avec une capture d'écran. Comme s'il avait gagné à la loterie. 32 000 $. Prime en espèces, pas d'option. Suraction, pas de heures supplémentaires, de l'argent réel avec un accord de rétention pour rester 12 mois. Il a ajouté, je te l'avais dit, Dave. Ils savent qui compte ici. Mon estomac a fait quelque chose de désagréable. Pas de la jalousie exactement. Plutôt une reconnaissance parce que je savais déjà quel allait être mon chiffre. Lisa m'a appelé 20 minutes plus tard. Vidéo activée. Grand sourire répété. Tout d'abord, David, merci. Vous avez été une force stabilisatrice sur le quart de nuit pendant tant d'années. J'ai hoché la tête parce que c'est ce que l'on fait. On hoche la tête quand les gens vous font des compliments, pour qu'ils puissent arriver à la partie où ils expliquent pourquoi vous ne valez pas autant que vous le pensiez. Nous vous offrons aussi une prime de rétention. Nous sommes vraiment ravis de cela. Elle a fait une pause comme si elle s'attendait à ce que j'applaudisse. 4 500 $. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle avait fait une erreur, qu'elle avait peut-être oublié un zéro ou lu la mauvaise feuille de calcul. J'ai attendu qu'elle se corrige, de la même manière que l'on attend que quelqu'un réalise qu'il vient de dire quelque chose de complètement insensé. Elle ne l'a pas fait. 4 500, a-t-elle répété, toujours avec ce grand sourire. Et cela s'accompagne du même accord de 12 mois que pour tout le monde. Je l'ai fixé à travers la webcam et j'ai senti une chaleur sourde monter le long de mon cou. Pas encore de la colère, plutôt de l'embarras pour elle. Comme si elle venait de me dire exactement ce qu'elle pensait que je valais et s'attendait à ce que je la remercie d'être honnête à ce sujet. D'accord, ai-je dit, car je ne pouvais pas faire confiance à ma voix pour faire autre chose. Le sourire de Lisa s'est un peu resserré. Je veux que vous sachiez que cela reflète des considérations budgétaires, pas votre performance. Vous êtes extrêmement apprécié ici, David. C'est ça. Apprécié à peu près au prix d'une camionnette d'occasion. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté là, dans mon bureau à domicile, les lumières éteintes, les écrans bleus lumineux, écoutant ma fille à l'étage se préparer pour sa première année de pré-médecine à l'UT. Intelligente comme l'enfer, elle travaille 2 fois plus dur que moi. Ses frais de scolarité à eux seuls allaient me coûter 15 000 $ ce semestre, et je comptais sur une prime de ce genre pour aider à les couvrir sans toucher au peu que j'avais économisé pour ma retraite. J'ai ouvert ma feuille de calcul personnel, celle où je suis tout, des paiements hypothécaires aux factures d'épicerie, et j'ai tapé 4 500 $ dans une cellule. Puis j'ai tapé 32 000 $ juste en dessous, non pas pour me torturer, juste pour le voir en chiffres clairs. Une semaine plus tôt, Jason avait manqué une alerte de sécurité critique parce qu'il s'était éloigné de son bureau pour prendre un café. C'est moi qui l'avais détecté lors du transfert, l'avais escaladé correctement, et avait empêché notre client de voir ses données clients exposées pendant les heures de pointe de trading. Lisa avait envoyé un courriel à l'équipe, remerciant tout le monde de maintenir nos normes élevées. Maintenant, on me proposait de l'argent de poche pour m'engager à regarder d'autres personnes s'attribuer le mérite de mon travail pendant une autre année. Le pire, c'est que Jason n'était même pas le vrai problème. Il n'était que le symptôme le plus bruyant de quelque chose que j'avais ignoré bien trop longtemps. Ce lundi soir-là, vers 23h30, notre système de surveillance a commencé à émettre des alertes. Cela a commencé petit, puis c'est devenu rapidement grave. Un groupe d'Europe de l'Est sondait le réseau de l'un de nos clients financiers, cherchant des vulnérabilités dans leur portail client. Habituellement, nous mettions en œuvre nos procédures de blocage standard et escaladions via les canaux normaux, mais nos protocoles de réponse étaient obsolètes. La dernière fois que j'avais suggéré de les mettre à jour, Lisa m'avait dit de me concentrer sur l'exécution, pas sur l'amélioration des processus. Mon téléphone a vibré. Jason, bien sûr.
Et Dev, je vois de l'activité sur le tableau de bord client. Tu surveilles ça? J'ai regardé le schéma d'attaque se développer sur mes écrans. J'ai regardé la file d'attente des alertes se remplir. Plus vite que je ne pouvais la vider. Puis j'ai ouvert cet accord de rétention que Lisa m'avait envoyé par email. Engagement minimum de 12 mois. Remboursement immédiat si je partais plus tôt. Clause de confidentialité sur les montants des primes. Une autre clause stipulant que l'emploi à volonté restait en vigueur. Ils voulaient me retenir. Mais ils voulaient rester libres de me licencier quand cela leur convenait. L'attaque s'intensifiait. 3 vecteurs d'entrée différents maintenant. Coordonnés mais subtils. Ce n'était pas des scripts qui dit. C'était un travail professionnel, le genre qui empêche les dirigeants de banque de dormir la nuit. Et fait poursuivre les entreprises de cybersécurité jusqu'à la faillite. J'avais déjà vu ce schéma. La veille de Noël il y a 2 ans, le week-end du mémorial. Dès l'année dernière. Toujours pendant les vacances ou les week-ends, quand l'équipe de jour était partie et qu'il n'y avait que moi et peut-être un autre gars pour tenir la barre. Toujours quand les gens qui recevaient le crédit n'étaient pas là pour gérer les conséquences. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais j'ai reconnu l'indicatif du pays. Roumanie. Je n'ai pas répondu. Ce n'est pas comme ça que ces choses fonctionnent. L'appel n'était qu'une diversion, essayant de me faire croire qu'ils étaient des amateurs. Les vrais professionnels n'appellent pas pour se vanter. Ils travaillent en silence et disparaissent avant que vous ne sachiez ce qui vous a frappé. Mais cela m'a dit quelque chose d'important. Ils savaient que quelqu'un regardait. Ils savaient que quelqu'un de compétent était à l'autre bout de leur attaque. Et ils essayaient de me déstabiliser. À 1h15 du matin, j'avais un choix à faire. Je pouvais suivre le protocole, faire remonter l'information à Lisa, réveiller l'équipe de réponse aux incidents, passer les 4 heures suivantes à expliquer des détails techniques que les gens auraient déjà dû comprendre, ou je pouvais gérer ça moi-même, comme je le faisais depuis 23 ans. Le coup intelligent était de suivre le protocole, de me couvrir, de m'assurer que tout le monde savait que j'avais tout fait dans les règles, laisser l'entreprise gérer les conséquences d'être en sous-effectif et sous-formé la nuit. Au lieu de cela, j'ai commencé à tout documenter, capture d'écran des vecteurs d'attaque, journaux de trafic réseau, horodatage montrant quand les alertes se sont déclenchées et quand je les ai signalées. Pas pour le bénéfice de l'entreprise, pour le mien. À 2h15 du matin, les attaquants ont changé de tactique. Au lieu d'essayer de percer le portail client, ils ont commencé à cibler nos systèmes administratifs internes, ceux qui contrôlaient l'accès à tous les réseaux de nos clients, pas seulement un. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas aléatoire. Ils nous avaient observés, apprenant nos schémas. Ils savaient que notre couverture de nuit était mince. Ils savaient que la plupart de notre équipe de sécurité ne travaillait que de jour. Ils savaient exactement quand frapper pour un impact maximal avec une résistance minimale. Mon téléphone a de nouveau vibré. Jason. Dev, ça devient assez tendu. On devrait en parler à Lisa. J'ai fixé ce message pendant un long moment. On devrait en parler à Lisa. La même Lisa qui venait de me dire que je valais 4500 $. La même Lisa qui m'avait dit de me concentrer sur l'exécution plutôt que d'améliorer nos défenses. La même Lisa qui dormait profondément dans sa maison de banlieue pendant que des hackers tentaient de voler les économies d'une vie. C'est à toi de voir, ai-je répondu. Tu es le chef d'équipe. 3 points. Sont apparus, puis ont disparu. Sont réapparus. Jason tapait quelque chose, puis l'effaçait, puis réessayait. Finalement. Je pense que tu devrais l'appeler. Tu connais ça mieux que personne. C'était ça. La vérité que tout le monde connaissait, mais que personne ne voulait dire à voix haute. Quand les choses devenaient sérieuses,
quand une réelle expertise était nécessaire, il venait me voir. Le type qui valait 4500 $. À 2h45 du matin, Lisa a finalement répondu à mon appel d'escalade, la voix lourde de sommeil et d'irritation. C'est urgent, David. J'ai observé l'attaque s'intensifier au point où elle allait commencer à affecter les opérations. Clients, les violations de SLA, les appels en colère aux dirigeants, tout le gâchis. Oui, dis-je, et ma voix était calme d'une manière qui me surprit. À quel point est-ce urgent? J'ai regardé mes écrans, j'ai regardé l'accord de rétention toujours ouvert dans une autre fenêtre, j'ai regardé l'horloge défiler jusqu'au moment où cela deviendrait le problème de quelqu'un d'autre à expliquer à des gens très en colère avec des avocats très chers. Ils sont maintenant dans les systèmes d'administration. S'ils obtiennent un accès de niveau route, ils auront les clés de tout. Chaque client, chaque compte, chaque transaction. Silence de son côté. Pas le bon genre de silence où quelqu'un réfléchit. Le mauvais genre où quelqu'un réalise qu'il est dépassé. Que voulez-vous que je fasse? Demanda-t-elle. Rien. Je voulais juste que vous sachiez où nous en sommes. Pouvez-vous les arrêter? Je pouvais. J'avais arrêté de pires attaques avec moins d'avertissements et moins de ressources. J'avais été le gars qui nettoyait ce genre de dégâts pendant 2 décennies pendant que d'autres dormaient paisiblement dans leur lit. Probablement, ai-je dit. Alors faites ce que vous avez à faire, David. Juste réparer ça. À 3h10 du matin, après 20 minutes. À lui expliquer des détails techniques qu'elle aurait dû comprendre mais qu'elle ne comprenait pas, elle a répété. Faites tout ce qu'il faut pour réparer ça, David. À 3h15 du matin, je me suis levé de mon bureau, j'ai débranché mon casque et j'ai retiré mon badge de sécurité de mon cordon comme si j'enlevais quelque chose qui ne m'avait jamais vraiment appartenu. Et je suis parti. Je n'ai pas paniqué après. Je n'ai pas passé la nuit à fixer le plafond, me demandant si j'avais fait une erreur. Mon cerveau s'est juste senti calme, comme si j'avais enfin cessé d'essayer de justifier des choses qui n'avaient jamais eu de sens au départ. Ce qui est drôle en quittant une cyberattaque, c'est que l'attaque ne s'arrête pas simplement parce que vous n'êtes pas là pour la combattre. Les hackers roumains n'ont pas fait leur valise et ne sont pas rentrés chez eux parce que David Thompson avait décidé d'en avoir assez d'être sous-estimé. Ils ont continué à travailler, à sonder, à essayer de pénétrer des systèmes qui étaient maintenant défendus par des gens qui ne comprenaient pas comment ces systèmes fonctionnaient réellement. J'ai appris plus tard, bien plus tard, qu'il leur a fallu 3 heures pour contenir ce que j'aurais pu arrêter en 30 minutes. 3 heures de données financières à risque. 3 heures de violation de SLA. S'accumulant. 3 heures de Lisa et Paul Anderson, notre vice-président des opérations, courant partout comme s'ils avaient le feu aux fesses, essayant de comprendre pourquoi leur couverture de nuit avait soudainement disparu. À 6 heures du matin, ils avaient réussi à maîtriser la menace immédiate, mais le mal était fait. Pas seulement au système, à la réputation de l'entreprise. En cybersécurité, les nouvelles voyagent vite. D'autres entreprises entendent parler des incidents. Les clients commencent à poser des questions inconfortables. Les compagnies d'assurance commencent à ajuster les primes. Dès midi le lendemain, mon téléphone bourdonnait comme une guêpe en colère. Des messages Slack d'abord, puis des SMS, puis des appels. Manqué de Lisa qu'elle ne prenait même pas la peine de suivre par des messages vocaux. Quand les managers sont confiants, ils laissent des messages détaillés. Quand ils ont peur, ils continuent d'appeler. J'ai consulté mon courriel professionnel une fois, juste pour voir les dégâts. Les tickets de nuit s'étaient accumulés comme des feuilles d'automne. Le client en Europe avait fait remonter le problème à son vice-président des opérations. Un autre client menaçait d'invoquer des clauses de pénalité dans son contrat. Enfoui dans ma
Boîte de réception se trouvait une invitation de calendrier intitulée « Discussion de couverture d'urgence ». Pas d'ordre du jour, pas d'excuses. C'est à ce moment-là que mon irritation s'est transformée en quelque chose de plus net. Ce n'était pas soudain. Ce n'avait pas été une mauvaise nuit ou un malentendu. C'était un schéma avec lequel je travaillais depuis 23 ans, en me disant que c'était temporaire. Que c'est ainsi que fonctionnent les quarts de nuit dans l'entreprise américaine. J'ai commencé à rassembler la documentation, non pas avec colère, mais méthodiquement. Évaluation de performance, rapport d'incident, certification de sécurité que j'avais maintenue sur mon temps et à mes frais. Chaque menace majeure que j'avais neutralisée au cours de la dernière année portait des horodatage entre minuit et 6 heures du matin. Ma signature figurait quelque part dans la chaîne de résolution. Les petits caractères du programme de rétention racontaient leur propre histoire. L'argent provenait d'un budget discrétionnaire que Lisa contrôlait. Les montants n'étaient pas liés aux mesures de performance ou à l'ancienneté. Ils étaient liés à la perception du leadership, ce qui signifiait qu'il faisait que les dirigeants se sentaient en sécurité pendant les heures de bureau. Jason les mettait en sécurité. Je faisais disparaître les problèmes dans l'obscurité, où personne n'avait à y penser. Le coup de grâce était enfoui à la page 3 de l'accord de rétention, une clause concernant les attentes en matière de performance pendant la période d'engagement. Essentiellement, si vous signez l'accord, vous vous engagiez à la même charge de travail et aux mêmes responsabilités pendant 12 mois. Indépendamment de tout changement de personnel, de portée ou de fréquence des incidents. Ils n'achetaient pas seulement votre loyauté. Ils achetaient votre disponibilité. Pour Jason, cela signifiait 12 mois de travail de jour, des heures régulières, des niveaux de stress gérables. Pour moi, cela signifiait 12 mois à être la seule chose qui se tenait entre des hackers expérimentés et l'argent des autres chaque nuit, pour le prix d'une bonne voiture d'occasion. Le mercredi après-midi, Paul Anderson, notre vice-président des opérations, m'a appelé directement. J'avais parlé à Paul exactement 3 fois en 23 ans, et chaque conversation avait eu lieu lorsque quelque chose était déjà en feu. David, dit-il, sautant toute courtoisie. Nous constatons des problèmes en cascade depuis lundi soir. Lisa dit que vous avez le plus de contexte sur nos protocoles de réponse. Contexte. Pas d'autorité, pas de propriété. Contexte. Oui, dis-je. Pouvez-vous vous joindre à un appel avec l'équipe? Aidez-nous à régler ça. J'ai pensé à 7 accords de rétention non signés qui traînaient dans ma boîte de réception. J'ai pensé à la clause de remboursement. J'ai pensé à la capture d'écran de Jason et à cette différence de 27 500 $. Je peux, dis-je lentement. Mais je ne le ferai pas. Silence de son côté. Assez longtemps pour me dire tout ce que j'avais besoin de savoir. Pourquoi pas, demanda Paul. Parce que c'est à ça que servait la prime de rétention. Vous avez pris votre décision. Sur qui vaut la peine d'être gardé? Il expira bruyamment par le nez, irrité. Maintenant, mais essayant de rester professionnel. David, ce n'est pas le moment de cette conversation. C'est exactement le moment, Paul. Vous vouliez me retenir pour 4 500 $. Voilà à quoi ressemble le fait de rester. Nous réglerons ça demain, dit-il, et raccrocha. C'est là que tout s'est accéléré. Le jeudi matin, la page de statut de nos clients est passée du vert au jaune à l'orange. Quelqu'un a commis l'erreur de publier une mise à jour qui mentionnait des contraintes de ressources internes. Les contraintes de ressources internes signifiaient des personnes, et les clients n'aiment pas entendre que les personnes qui protègent leur argent ne sont pas disponibles. Le vendredi, Jason m'a appelé directement, pas un SMS cette fois. Un vrai appel. Dave, dit-il. Et j'entendais des clics de clavier en arrière-plan. Écoute,
je sais que tu es en colère à propos de la prime, mais nous avons vraiment besoin de ton aide ici. Lisa nous met la pression et honnêtement, je suis dépassé par certaines de ces choses avancées. C'était ça. Pas des excuses, pas de reconnaissance de la disparité, juste un besoin. Tu as eu la prime, Jason. C'est à ça que ça sert. Il resta silencieux quelques secondes. Allez, mec. Ce n'est pas juste. J'ai failli sourire. Tu as raison. Ce n'est pas juste. Ce n'est juste plus mon problème. Écoute, je sais que je ne connais pas les systèmes comme toi. Toute la documentation que tu as écrite, une partie est obsolète et bonne chance. Pour la comprendre, dis-je, et mis fin à l'appel. Le lundi suivant, la page d'état de l'entreprise était rouge. C'est là que la direction a vraiment commencé à paniquer. Pas à cause de l'argent, mais à cause de la visibilité. Les pages d'état rouges rendent les clients nerveux. Les clients nerveux appellent les cadres. Les cadres n'aiment pas être appelés à la maison. La belle ironie était que les systèmes n'étaient pas réellement cassés. Ils étaient juste sans défense. Comme une maison dont toutes les serrures ont été enlevées mais dont les portes sont toujours là. Tout semblait normal jusqu'à ce que quelqu'un essaie de le tester. Mardi matin, Lisa m'a envoyé un courriel directement. Pas de CC, pas de jargon d'entreprise. David, il faut qu'on parle. Que faudra-t-il? Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai répondu 3 phrases. Je suis ouvert à discuter d'un alignement de la rémunération avec les normes de l'industrie, d'un cheminement de carrière claire et d'une transition vers la couverture de jour. D'ici là, je ne suis pas disponible pour le support d'urgence. Ce n'est pas punitif. C'est professionnel. En moins d'1 heure, les RH avaient rejoint le fil de discussion. L'après-midi, le service juridique était en copie. Ils n'étaient pas là pour moi. Ils étaient là parce que quelqu'un avait enfin posé la question évidente. Comment un seul gars qui s'en va fait-il s'effondrer toute notre opération de nuit? Cette question ne mène pas à des promotions. Elle mène à des audits. Le jeudi, l'histoire au sein de l'entreprise avait changé. Les gens ont cessé de me demander de revenir et ont commencé à demander qui avait approuvé quoi, quand et pourquoi. Quelqu'un a remarqué que les évaluations de performance du quart de nuit étaient plafonnées à « répond aux attentes », quelle que soit la performance réelle. Quelqu'un d'autre a remarqué que les primes de rétention n'étaient documentées selon aucun critère objectif. Quelqu'un d'autre a remarqué que Jason avait signé son accord quelques heures seulement avant un incident qu'il ne pouvait pas gérer seul. Paul a programmé une révision de l'amélioration des processus. Lisa a cessé de répondre au courriel. Et c'est là que j'ai compris. Il pensait que j'étais parti, mais je n'étais pas parti. Les conséquences de la façon dont il m'avait traité arrivaient juste, une piste d'audit à la fois. L'audit n'est pas arrivé avec des gyrophares. Il est arrivé sous forme de bloc de calendrier intitulé « Examen » et « Suivi », réservé par des personnes qui ne participaient jamais aux appels de nuit et ne demandaient jamais comment les pannes étaient réparées. Ils n'avaient pas besoin d'explications. Ils avaient des chronologies, des journaux, des courriels, des accords signés avec des chiffres différents pour le même rôle. Lisa a disparu en premier. Officiellement, elle cherchait d'autres opportunités. Officieusement, son nom a tout simplement cessé d'apparaître dans les annuaires de l'entreprise. Quand quelqu'un a travaillé pour une entreprise pendant 8 ans et disparaît sans un courriel d'adieu, on sait que la décision n'était pas mutuelle. Jason a duré plus longtemps. Il a essayé de combler le vide, a commencé à publier des mises à jour, à se porter volontaire pour les appels, à parler plus fort en réunion. Mais la visibilité fonctionne dans les deux sens. Quand les gens ont commencé à poser des questions détaillées sur les protocoles de sécurité et les procédures
De réponse aux incidents, ces réponses sont devenues rapidement minces. Il n'était pas incompétent. Il ne connaissait juste pas les systèmes comme il le pensait. Et maintenant tout le monde pouvait le voir. 3 semaines après mon départ, un recruteur avec qui j'avais parlé des années plus tôt m'a contacté. Un poste de jour dans une plus grande entreprise technologique ici à Austin. Même portée technique, mais avec une progression de carrière réelle et une équipe qui comprenait ce qu'impliquait réellement le travail de cybersécurité. La conversation était différente de tout autre entretien d'embauche que j'avais eu depuis des années. Ils ne m'ont pas demandé de justifier mon expérience ou de prouver ma valeur. Ils avaient déjà fait leur devoir. Ils étaient au courant de l'incident chez Apex, du programme de rétention. Savaient que les entreprises commettent parfois des erreurs coûteuses concernant les personnes qu'elles choisissent de garder. Nous ne cherchons pas quelqu'un pour résoudre les problèmes dans l'obscurité, a déclaré le responsable du recrutement. Nous cherchons quelqu'un pour construire des systèmes qui empêchent les problèmes de se produire en premier lieu. L'offre est revenue avec une augmentation de base de $18 000 par rapport à ce que je gagnais, de meilleurs avantages sociaux et aucun accord de rétention requis. Ils me voulaient pour ce que je pouvais faire, pas parce qu'ils avaient peur que je parte. Je l'ai accepté le jour même. Le service des ressources humaines d'Apex m'a envoyé un courriel en milieu de semaine. Des formulations prudentes, pas d'excuses. Ils voulaient clôturer mon dossier d'emploi. J'ai répondu par une lettre de démission nette. 2 paragraphes, pas d'accusation, juste des faits. Dernier jour travaillé, motif du départ. Désalignement du champ d'action du poste et de la rémunération. Le service juridique a validé dans l'heure. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ils n'essayaient plus de me retenir. Ils essayaient de réduire leur responsabilité. J'ai transmis l'accès comme je l'avais toujours fait. Documenté, complet. Professionnel. Je n'ai rien saboté. Je n'ai pas supprimé de fichiers. Je n'en avais pas besoin. Les dégâts étaient déjà faits par des gens qui pensaient que l'expertise était remplaçable et que la loyauté était bon marché. Jason a tenu les 12 mois, mais il n'a jamais eu d'autre prime. C'était ça le vrai karma. Pas dramatique, pas cinématographique, juste un homme de 29 ans qui voyait ça. Carrière stagnée pendant qu'il réalisait à quel point il ne savait pas vraiment. Il est parti 6 mois après la fin de sa période de rétention. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il faisait du support informatique quelque part à Dallas. Quant à moi, la première fois que mon téléphone a sonné à 2 heures du matin au nouveau travail, c'était un mauvais numéro. Je l'ai mis en silencieux. Et je me suis rendormi sans penser au niveau de menace, au SLA client, ou si quelqu'un me blâmerait si je ne réparais pas quelque chose avant le matin. Parce que partir à 3h15 du matin n'était pas la partie dramatique. La partie dramatique, c'était de réaliser que je n'avais plus à prouver ma valeur en étant épuisé. Ils ont payé pour garder la mauvaise personne. Et j'ai juste arrêté de faire semblant que c'était ma responsabilité de régler ça. Ma fille commence sa 2e année à l'automne, en pré-médecine comme elle l'avait prévu. Et pour la première fois depuis des années, je ne m'inquiète pas de comment nous allons payer ça. Le programme d'aide aux études du nouveau travail couvre la moitié et l'augmentation de salaire couvre le reste avec de la marge. Mais la vraie victoire n'est pas financière. C'est plus simple que ça. Je dors toute la nuit maintenant. Quand mon téléphone vibre à 2 heures du matin, c'est généralement juste un SMS de ma fille qui étudie tard à la bibliothèque et me demande si je suis fier d'elle. Je réponds toujours la même chose. Plus que tu ne peux l'imaginer. 23 ans passés. À croire que si je travaillais assez dur, restais assez loyal, résolvais assez de problèmes que d'autres ne pouvaient pas, je serais finalement valorisé comme je le méritais. Il a fallu un écart de $27 500 en prime de rétention pour
M'apprendre quelque chose que tout homme de 47 ans devrait déjà savoir. Ta valeur n'est pas déterminée par la quantité de souffrance que tu es prêt à absorber. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de refuser d'être sous-estimé plus longtemps. Tout le reste se met en place.